Le temps ralentit quand les balles sifflent. Hé les gars, on doit vous parler. Comme l'une des fusillades les plus sanglantes de l'époque des gangsters. Bon, allons-y. Cela transforme Bonnie Parker et Clyde Barrow de petits voyous en véritables légendes du crime. Va dans le garage! Mais quand la police a refusé de céder face à une puissance de feu supérieure, cela pourrait signifier la fin du parcours pour Bonnie et Clyde. Nous sommes le 13 avril 1933, au plus fort de l'ère des ennemis publics. Quand est-ce qu'ils rentrent à la maison? Alors que la plupart des Américains subissent la Grande Dépression, un duo improbable de voleurs et meurtriers inconnus du Texas mène la belle vie en cavale dans l'ouest du Missouri. Mais en quelques minutes, leur destin va changer à jamais, et ils seront connus partout. Blanche, as-tu déjà fait tes valises? Comme Bonnie. Hé les SVD! Et Clyde. C'est bon? Bonnie et Clyde, les hors-la-loi américains par excellence. Ils étaient des tueurs, ils étaient des voleurs, ils étaient amants. Mais à l'époque, c'étaient de petits criminels. Bien sûr, depuis, Hollywood en a fait les légendes les plus glamour. L'histoire sanglante de Bonnie et Clyde a inspiré de nombreux films célèbres, mettant en vedette des stars comme Henry Fonda et Shelley Duvall. Mais aucune adaptation n'est plus emblématique que le classique d'Arthur Penn de 1967 avec Warren Beatty et Faye Dunaway. Ce film a vraiment propulsé la mythologie de Bonnie et Clyde à un nouveau niveau dans le pays et a fait d'eux les figures que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Bonnie et Clyde. En 1933, Bonnie et Clyde arrivent à Joplin, dans le Missouri. C'est bon, Clyde, d'accord. Ils ont eu un certain succès dans leur vie de hors-la-loi, donc ils ont momentanément beaucoup d'argent. Ils veulent se faire discrets pendant un moment. Clyde, j'étais en ville plus tôt et j'ai entendu parler de coups de feu ici. Ces gens-là s'inquiètent toujours pour un rien. Non. C'est des ennuis. Avec eux, il y a leur acolyte et garçon de course de 17 ans, Davide Jones. C'en est un bon. Clyde. Ainsi que le frère aîné de Clyde, Buck Barrow. Et sa femme, Blanche. Le gang Barrow prévoit de partir dès le lendemain. Quand boum, une voiture de police arrive. 4 policiers de Joplin pensent qu'ils vont surprendre un gang de contrebandiers de Chicago. En réponse à des plaintes concernant du tapage et des comportements étranges, la police arrive munie d'un mandat de perquisition pour surprendre les gens de l'extérieur. Faisons ça vite. Le détective McGinnis est le chef de l'opération. C'est un policier avisé et expérimenté, mais il est accompagné d'une bande de débutants et d'amateurs. L'agent Keller de la police d'État, le détective De Graff et le constable Harriman complètent le reste du groupe de 4 hommes. Ne leur laissez même pas une seconde pour réfléchir. Oui, monsieur. Les agents qui viennent à la maison n'ont absolument aucune idée de ce dans quoi ils s'engagent. Mais ils se retrouvent face à certains des tueurs les plus dangereux d'Amérique. Surpris par l'apparition de l'agent, les frères Barrow se préparent à agir. Hé les gars, attendez une minute, on doit vous parler. Parce que Clyde Barrow est toujours prêt pour une fusillade. Le constable Harriman, l'homme le moins expérimenté sur le terrain, saute de la voiture, son pistolet à la main. Rentre dans le garage. Il veut juste les empêcher de fermer la porte. À la place, il se retrouve face à un fusil à pompe. Clyde Barrow a une enfance difficile dans les quartiers pauvres de Dallas et rejoint rapidement le milieu criminel, subissant sa première arrestation à seulement 17 ans
En 1930, il rencontre une serveuse rêveuse de 19 ans, Bonnie Parker, et les deux amants vivent en cavale, braquant des épiceries et des stations-service au cours des premières années. Mais en 1933, le gang est coupable de 5 meurtres. En arrivant à Joplin, ils ont déjà tiré sur ou tué 3 agents de la loi. Joplin était fréquenté par des gangsters, des trafiquants d'alcool. Ils l'appelaient la première nuit sur la route. C'était à une journée de route de Chicago. L'une des raisons de la popularité de Joplin auprès des criminels était sa proximité avec plusieurs frontières d'État. Et bien sûr, à l'époque, les frontières d'État faisaient toute la différence. Les forces de l'ordre s'arrêtaient à la frontière. Va dans le garage. Alors que le constable Harriman se précipite vers la porte du garage, les autres policiers se préparent à l'affrontement. Positionnés derrière la voiture de patrouille et tout ce qu'ils peuvent en retrouver comme abri, les policiers ont encerclé la sortie de l'appartement. Le gang Barrow est coincé et séparé. Mais Clyde Barrow n'est généralement pas pris au dépourvu bien longtemps. Commençons. Le constable Harriman est aussitôt accueilli par un coup de fusil de chasse tiré par Clyde Barrow. Il le fait tomber au sol où il se vide de son sang jusqu'à mourir. Le fusil de chasse de Clyde est l'une de ses armes préférées, une machine à tuer faite sur mesure qu'il apprécie pour sa rapidité et sa puissance d'arrêt. Clyde a un fusil à canon scié, une arme ingénieuse qu'il appelle un whippet. Il l'a dissimulé à l'intérieur de son pardessus. C'est ce qu'il utilise contre le pauvre Harriman. Chaque gangster aime avoir une marque de fabrique. Celle de Clyde, c'était le whippet. Grâce à sa taille réduite, il pouvait dégainer l'arme en moins d'une seconde. Et cela surprenait constamment les gens. Bien qu'il se vide de son sang et meure en quelques minutes, Harriman a encore un tour dans son sac et parvient d'une manière ou d'une autre à viser W.D. Jones. La blessure de Harriman est horrible. Elle est mortelle. Mais même en tombant, il parvient à tirer rapidement. C'est peut-être de la chance, mais il touche W.D. sur le côté. C'est très douloureux et il y a beaucoup de sang. W.D. chancelle en s'éloignant des lieux. La balle traverse proprement le flanc de W.D., ce qui signifie qu'il survivra très probablement. McGuinness et DeGraff n'en croient pas leurs yeux. Maintenant qu'ils ont un officier à terre, ils passent immédiatement à l'action. La situation s'aggrave radicalement lorsque Buck s'empare d'un bar, saute à l'avant du garage et commence à tirer sans relâche. Alors que les collègues de Harriman viennent à sa défense, Buck Barrow fait de même pour W.D. Jones, visant les policiers avec une mitrailleuse militaire volée dans un arsenal local. Le fusil automatique Browning, le BAR. Cette mitrailleuse est chargée de 20 cartouches de .30-06. À chaque tir, une balle de 9,7 grammes sort du canon à une vitesse de 2700 pieds par seconde. Les policiers armés de revolvers se retrouvent dans une fusillade, face à la mitrailleuse la plus puissante fabriquée à l'époque. Pour démontrer la véritable force destructrice de l'arme que les Barrow manient, nous avons fait venir la double championne nationale de tir, Tori Nonaka. Nous avons installé 4 parpaings et nous voulons voir la différence de puissance de feu entre le 38 que les policiers utilisaient et le BAR que Buck avait. D'abord, Tori va tester la puissance d'arrêt du 38 spécial utilisé par la police. À l'époque de la Grande Dépression, la police préférait cette arme pour sa fiabilité, ainsi que pour son prix raisonnable. Le revolver à 6 coups fait un joli trou net dans les parpaings. Ensuite vient le BAR. Buck a un énorme avantage ici, parce qu'il peut simplement maintenir la détente enfoncée et vider tout le chargeur en moins de 3 secondes. Conçue pour décimer des armées, la BAR peut vider son chargeur de 20 coups en moins de 3 secondes, ce qui la rend terriblement meurtrière entre les mains du gang Barrow. Alors que Buck maintient la détente de la BAR enfoncée, la situation devient désespérée pour les policiers de Joplin. McGuinness et DeGraff doivent agir, sinon la situation va vraiment dégénérer. McGuinness parvient à tirer 3 coups. L'une d'elles ricoche et atteint Buck en pleine poitrine. Buck pousse un cri aigu lorsqu'il est touché. Il est convaincu d'avoir été tué. Clyde voit cela. Clyde est furieux. Espèce d'enfoiré!
Et il dirige immédiatement sa colère contre le détective McGuinness. Le fusil de chasse de Clyde fait un trou dans l'épaule droite du détective McGuinness, lacérant gravement son visage et son cou, le mettant définitivement hors de combat. Il sera mort dans quelques heures. Pendant ce temps, Buck a été touché. Il ne sait pas à quel point il est touché. Sa femme l'attend à l'étage et il l'a entraîné dans cette confrontation. Qu'est-ce que tu veux faire? Tais-toi. Fais quelque chose. Il monte en courant à l'étage pour la voir, peut-être pour la dernière fois, et se retire du combat. Avec Harriman et McGuinness à terre, il ne reste plus que DeGraff et Kaylor. Mais avec W.D. et Buck tous les deux hors de combat, les officiers sont en surnombre face à Clyde, 2 contre 1. Et ils sont prêts à lui faire payer la mort qu'il a semée. Mais alors qu'ils essaient d'avancer, ils sont confrontés à une vive résistance inattendue. Soudain, d'une fenêtre au-dessus d'eux, des tirs nourris de fusils automatiques. C'est le flic! C'est Bonnie qui tire à tout va avec un fusil mitrailleur barre plus grande qu'elle, dispersant les policiers et offrant une couverture vitale pour protéger Clyde. La situation s'est inversée. Les flics sont maintenant en mauvaise posture et semblent en infériorité de feu. Mais le manque d'expérience de Bonnie en tant que tireuse pourrait causer sa perte. Dans sa tentative maladroite de manier l'arme encombrante contre l'inspecteur DeGraff, elle se met à découvert, offrant une opportunité à l'agent Kaylor. En 1933, une fusillade éclate à Joplin, dans le Missouri. Va dans le garage! Lorsque la police locale tombe sur le gang Barrow, dirigé par Bonnie et Clyde. Mon Dieu, commençons. Et les conséquences ont été mortelles. Espèce de salaud. Les flics de Joplin pensent qu'ils ont coincé Clyde. Ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que Bonnie, comme toujours, veille sur Clyde. Elle le couvre. Alors elle ouvre le feu depuis une fenêtre à l'étage. Les flics sont 2 fois plus nombreux que Clyde depuis le départ de Buck. Pensant que tout est terminé, ils courent voir Blanche. Une dernière fois. Buck, tu as été blessé par balle. Le déluge de balles de Bonnie prend les policiers par surprise. Les flics semblent être cloués au sol, mais Bonnie n'est pas une excellente tireuse. Et l'un des policiers décide de tirer. Sous les balles sifflantes, Blanche panique face au chaos. Blanche, je vais bien! Mais par chance pour Buck, il n'a que de vilaines contusions. Et la réalité de leur situation les rattrape. Buck et Blanche Barrow se sont mariés il y a 3 ans. Bien que Buck ait été en prison pendant presque tout ce temps, il n'est sorti que depuis 1 semaine. Blanche n'avait accepté d'épouser Buck que s'il se rangeait. Ce sont ses lettres au gouverneur du Texas qui ont permis à Buck d'obtenir ce pardon complet et inconditionnel. Il était désormais totalement libre. À la demande de Blanche, ils sont venus à Joplin pour convaincre Clyde d'abandonner sa vie de crime. Buck est tiraillé entre des responsabilités contradictoires. Il aime son frère, mais il a aussi des responsabilités envers sa femme Blanche. Observe ce qui s'est passé. Elle croit que son mari a été mortellement blessé. Elle se rend compte qu'elle a été totalement trahie. Il n'a pas abandonné sa vie de crime. En fait, Clyde y retourne. Buck, viens! Buck, je ne suis pas... En tant que seul membre du gang encore en train de se battre, Clyde fait de son mieux pour repousser la police à lui seul. En bas, Clyde est tout seul. Il a déjà mis hors d'état de nuire 2 policiers, mais il en affronte encore 2 autres. Et ils doivent sortir de là rapidement parce que ces 2 policiers seront bientôt 20, voire 100.
Descends d'ici! On doit y aller. Clyde doit faire descendre tout le monde. Il doit les mettre dans la voiture. Buck! Blanche, bouge-toi le cul! Il doit fournir un tir de couverture pendant qu'ils font ça et tenir les policiers à distance. Le temps presse. Pour monter dans cette voiture, ils doivent faire rugir le moteur et ils doivent partir d'ici. Blanche. Monte dans la voiture. Semer la police n'est rien de nouveau pour Clyde. Et son arme principale pour s'échapper est une toute nouvelle Ford V8. En 1933, c'est ce qu'il y a de plus rapide sur 4 roues. Clyde Barrow maîtrise le vol de voitures, les utilisant comme les hors-la-loi du Far West utilisaient des chevaux rapides. La V8 de Clyde dépasse toutes les voitures de police. S'il parvient à faire monter tout le monde dans la voiture, ils peuvent se frayer un chemin à coups de feu et s'enfuir avant que la police n'ait le temps de rassembler ses forces. Clyde, viens vite! Get in the car! Calme-toi, Blanche. Blanche. Clyde, viens vite! On doit y aller! Pendant que tout le monde est distrait en montant dans la voiture, Kaylor saisit sa chance. S'il doit agir, c'est maintenant ou jamais. Il ajuste soigneusement son tir. Il atteint Clyde en pleine poitrine. Clyde. En 1933, la carrière criminelle naissante de Bonnie et Clyde risque de prendre fin prématurément. Lorsqu'une fusillade avec la police locale blesse Clyde d'une balle dans la poitrine et compromet la fuite du gang Barrow. Clyde. Le tir de Kaylor atteint Clyde en pleine poitrine. Il se plie en deux et tombe. Tout le monde pense qu'il est mort. Sans leur chef intrépide, le gang voit leur chance de s'échapper s'envoler. Clyde en avant. Tout ce à quoi Buck peut penser, c'est à la vengeance. Mais Clyde n'en a pas encore fini. Ça aurait dû être un tir mortel, c'est certain. Il devait forcément porter un gilet pare-balles, à la grande surprise des policiers de Joplin. Parce que Clyde Barrow est toujours prêt pour un combat. Clyde. Il se relève presque instantanément. Clyde, dans sa rage, continue d'avancer vers le pauvre officier Kaylor et il perd de vue ce qu'ils doivent vraiment faire ici, c'est-à-dire foutre le camp d'ici. Allez! Non, vas-y, monte vite dans la voiture. Buck, dépêche-toi. Monte dans la voiture. Ils s'entassent sur le siège avant avec Bonnie. On a WD, Buck et Blanche à l'arrière. De Graff et moi avons tiré plusieurs coups sur leur voiture en fuite, mais en vain. Environ 2 ou 3 minutes se sont écoulées entre le moment où nous sommes arrivés devant l'appartement au-dessus du garage et celui où ils étaient partis. La fusillade est terminée, 2 policiers sont morts, et à partir de ce moment, le gang Barrow ne cessera jamais de fuir. Get. Sortez. Ici, sortez. Ici. Ce n'est qu'après que nous soyons partis en voiture que j'ai commencé à réaliser pleinement dans quel pétrin Buck et moi étions. Je voyais tous mes espoirs et mes rêves s'effondrer autour de moi. Allons-y. Clyde. Lorsque les agents sont finalement entrés dans l'appartement, ils ont découvert un véritable trésor de preuves. Tout a été laissé derrière, y compris le certificat de mariage de Buck et Blanche. Il n'y avait désormais aucun doute sur leur identité. Et surtout, aussi bien pour les policiers qui les poursuivent que pour leur légende. Il y a plusieurs rouleaux de pellicule non développés. Le personnel du Joplin Globe développe aussitôt la pellicule. Et ce qu'ils découvrent sur la pellicule, c'est bien sûr la photographie iconique de Bonnie et Clyde, qui a ensuite été recréée en 1967 au cinéma. Les preuves découvertes à Joplin s'avèrent fatales pour Bonnie et Clyde. Ils savent, grâce aux photographies, que Bonnie et Clyde sont toujours lourdement armés. Ils réalisent aussi quelle arme redoutable Clyde a dans sa voiture. Et qu'une voiture rapide ainsi que la proximité des frontières entre États facilitent la fuite.
Tout cela jouera un rôle dans le dénouement final de la saga de Bonnie et Clyde. Sous l'emprise du whisky et en cavale, Buck et Blanche finissent par rencontrer leur destin 5 mois plus tard, lors d'une opération de surveillance avec un groupe local armé. Buck est mortellement blessé et Blanche est arrêtée, mais Bonnie et Clyde s'échappent à nouveau. 8 mois plus tard, leur chance finit par tourner lorsque qu'une force spéciale inter-État, équipée de fusils à pompe, de fusils BR et de pistolets, les piège en Louisiane. Ils étaient décidés à fuir jusqu'au bout. Et ils savaient qu'il n'y avait qu'une seule fin pour eux. Le 23 mai 1934, les 6 policiers ont tendu une embuscade au couple dans leur voiture. Déchargeant 134 balles sur eux et touchant Bonnie et Clyde à 43 reprises au total, ils mirent ainsi un terme définitif à leur cavale criminelle. Contrairement à tant de personnages de l'histoire américaine qui deviennent des légendes de nombreuses années après leur mort, Bonnie et Clyde sont devenus célèbres presque instantanément. 20 000 personnes, un nombre incroyablement élevé, assistent aux funérailles de Bonnie Parker. D. Jones est arrêté et condamné à 15 ans de prison. Après 6 ans, il est libéré sur parole et passe le reste de ses jours à Houston, au Texas. En 1967, W.D. Jones, âgé de 56 ans, est allé au drive-in et il a vu Warren Beatty et Faye Dunaway accéder à la gloire cinématographique dans Bonnie et Clyde d'Arthur Penn. Adieu mon amour, nous serons bientôt réunis. Il a parlé aux journalistes de télévision après la projection. Il a dit qu'ils avaient rendu tout cela un peu glamour, mais croyez-en un vieil homme qui y était réellement. C'était l'enfer. Je les entends dire que les anges m'emporteront. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de contenu historique passionnant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.